Bonsoir, mesdames et messieurs, chers abonnés amoureux et amoureuses de la balle au panier. Heureux de vous retrouver après cette longue pause sur le plateau de votre émission basket préférée, Back to Back. Comme d'habitude, je suis avec mon éternel acolyte, Stéphane Zaré. Bonsoir. Bonsoir Alexandre, toujours un plaisir d'être sur ce plateau après cette légère interruption de 1 ou 2 semaines, on va dire, avec le plein d'énergie et d'informations pour partager avec vous le basketball burkinabé. Merci beaucoup, Stéphane. Mesdames et messieurs, c'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Koné Souleymane, figure emblématique du basketball burkinabé. Il fut un joueur passionné, entraîneur dévoué, dirigeant engagé. Il a marqué de son empreinte l'histoire de ce beau sport au Burkina Faso. Stéphane, le basketball burkinabé perd vraiment un de ses vaillants guerriers. Oui, plus que ça, on va dire, Solo, c'était pour les intimes, ou encore LeBron, c'était qu'un coach, plus qu'un coéquipier. C'était un ami, une figure paternelle, quelqu'un d'engagé, quelqu'un de vraiment fortement passionné qui menait toujours des actions dans le sens de faire évoluer le basketball burkinabé. Déjà, quand on regarde son parcours, après avoir été formé au Racing Club de Bobo Dioulasso, être arrivé à la Sonabi, s'être expatrié au Mali, en terrain inconnu, ensuite le Maroc, l'Algérie, pour ensuite rentrer au pays et apporter, comment je vais dire, sa patte au basket burkinabé en créant JCBF avec quelques collaborateurs à lui. Déjà très engagé au niveau des petites catégories, passionné. Il y a trop de choses à dire et pas assez de temps pour retracer un peu le parcours de Solo. Mais globalement, c'est un manque qu'on ne pourra pas combler. Si tout le monde faisait la moitié de ce qu'il avait fait, le basket burkinabé, en tout cas, ne s'en porterait que mieux. Voilà. Je rappelle aussi qu'il a été membre du bureau actuel de la Ligue du Centre. En cette douloureuse circonstance, nous adressons nos condoléances les plus sincères à sa famille, à ses proches et à toute la grande famille du basketball. Solo repose en paix. Nous allons donc passer à l'analyse de cette dernière journée du championnat, en tout cas pour les phases aller, les premières phases, tout de suite après le jingle. Six rencontres pour la 13e journée, en tout cas de cette première phase du championnat. Et la rencontre star et attendue de tous était sans conteste Awa qui recevait l'USFA. Nous avons les images de la rencontre et les différentes réactions. On vous laisse les regarder. Bonsoir coach. Bonsoir. Très bonne victoire contre le champion à titre. Vous montrez que cette saison, il faudra compter avec vous. Comme je le dis toujours, on joue toujours le titre. On joue tout le titre chaque saison. Voilà. C'est vrai qu'on on a perdu certains éléments, mais on est toujours là. On va travailler et puis essayer de faire de bons playoffs. Vous avez démarré très mal le match, mais après, vous avez su trouver les ressources pour revenir et gagner, j'allais dire, à l'expérience sur la fin. Quelles ont été les clés de cette victoire ce soir? On va dire la défense. Voilà, on a beaucoup défendu. On a joué aussi en équipe. Voilà. Et on a exploité les failles de la défense. Et aussi pour les terminer, vu le fond. Voilà. On s'est entraîné 2 fois en 2 semaines, c'est peu. Voilà, dû aux pluies et à l'emploi du temps aussi, un peu chargé des joueurs. Donc on espère pouvoir mieux s'entraîner pour pouvoir bien préparer le top 8 et après les playoffs. En tout cas, félicitations coach et rendez-vous pour le top 8. Merci. Bonsoir, bonsoir Konaté. Bonsoir. Vous perdez ce soir à peu de choses contre l'équipe que vous avez battue pour remporter le titre la saison dernière. Qu'est-ce qu'il faudra travailler pour pouvoir aborder au mieux le top 8? Je pense que déjà, il faudrait qu'on travaille déjà le cardio et aussi revoir un peu quelques détails sur nos systèmes. Donc, je pense que ce soir, c'est le mieux qu'à gagner. Awa donc qui s'impose dans ce derby contre USFA
50-43. Je rappelle que c'était l'affiche des dernières finales. Awa qui a enfin, j'ai envie de dire, battu un gros cette saison. Oui, on va dire Awa, le réveil d'un champion. C'est au vu des performances réalisées par Awa toute cette première partie du championnat, qui n'était pas à l'image de son standing, on va dire que l'équipe est montée en puissance. L'équipe est montée en puissance, même si on sent un petit goût d'inachevé. Certains joueurs qui étaient un peu plus dans l'ombre ont eu plus de responsabilités, notamment les jeunes et tout. Toujours Auxence à ce même niveau. On a pu noter dans ce match le retour à la compétition d'un ancien sociétaire du SFA, un multiple champion du Burkina qui, en la personne de Bioun Kami, qui a fait parler son expérience par moment. Et le match s'est vraiment décidé à la gestion de l'effectif, avec un effectif expérimenté d'un côté, explosif d'un autre côté. Entre l'expérience et la jeunesse, ça a été le parfait mix. Contrairement à USFA, qui a un problème manifeste avec sa rotation, qui commence pratiquement tous les gros matchs de la même manière, tous ces derbys, en menant au score et en se faisant rattraper après, soit par fatigue, soit par la gestion des fautes. Bon, là, on vient de finir la première phase du championnat et puis bon, on verra comment les équipes vont jouer après. Ce que tu dis est très intéressant parce qu'effectivement, on a vu l'équipe de USFA qui a beaucoup poussé sur Yaya ainsi que sur Karl, qui ont essayé bien évidemment de faire de leur mieux, mais à la fin, il n'y avait vraiment pas de jeu. Bon, avec ma vision personnelle du basket, je me dis que chaque coach a sa stratégie. Mais j'ai l'impression que certains joueurs à USFA, notamment les soi-disant piliers de l'équipe, sont utilisés à outrance. Et souvent même, j'ai l'impression que la gestion des temps morts n'est même pas appropriée au fait qu'ils passent presque 40 minutes sur le terrain. Et à chaque match, à chaque gros match que USFA a joué, ça a été la même chose. Les piliers carbonisés ou des problèmes de faute, ça fait qu'à un moment donné, dans la rotation étant courte, il y a des joueurs qui sortent du terrain, qui ne rentrent pratiquement plus. Je prends l'exemple de Major, qui débute souvent les rencontres, qui sort, qui ne rentre plus du tout, qui rentre pratiquement vers la fin, qui est presque dépaysé et qui fait ce qu'il a à faire et qui ne peut même pas impacter sur le résultat. Par contre, on regarde que dans d'autres matchs de moitié de tableau, la rotation est un peu plus large et chacun a un temps d'expression donné pour apporter sa patte à l'équipe. Des joueurs comme, par exemple, Nabi n'ont pratiquement rien donné, alors que c'est des joueurs qui ont fortement impacté en l'absence d'Ayaya. Max, qu'on ne voit jamais sur le terrain. Bon, comme on dit, chaque coach a sa stratégie. Hein. Il faut ajouter aussi qu'on utilise beaucoup ces piliers dont tu parles, mais on a l'impression quand ils jouent qu'ils ne sont même pas en condition physique pour pouvoir tenir autant de minutes sur le terrain. Est-ce que USFA est vraiment au top physiquement? Il y a certains matchs, ils jouent, tu as l'impression qu'ils sont bien. D'autres matchs, tu joues, c'est moyen. Des effectifs qui ne sont pas là à chaque match. Est-ce que ce ne serait pas là le vrai problème Si, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui manquent à l'appel dans l'histoire. Je parle par exemple de Tarek, qui n'est jusque pas là. Jusque-là, il n'est pas là. On l'a aperçu, je crois, une fois. En cours du championnat. Il n'est pas là. On sait que c'est un des joueurs majeurs de l'histoire. Il y a toujours l'absence de super AGSB, Armel Ouedraogo, dont on ne sait s'il va revenir cette saison. L'utilisation de Yaya n'est pas forcément un joueur qui a énormément de cardio. C'est un joueur qu'il faut utiliser avec parcimonie, même si c'est un très bon joueur qui a une grosse expérience et un gros QI basket. Mais l'utiliser 40 minutes, ça lui fait faire ce qu'il ne peut pas faire d'habitude. Et un joueur qui est fatigué n'est plus lucide. Et même Karl, qui est un des joueurs les plus jeunes de l'effectif, les plus explosifs, et qui a le plus de cardio, a joué 40 minutes. À chaque fois, en fin de derby, il est carbonisé. On sait que, par exemple, quand on regarde l'effectif, il y a des joueurs comme Antoine, qui ont un très bon cardio, qui jouent pratiquement souvent 2 ou 3 cartons. Après, Major sort, il ne rentre pas. Bon, il y a aussi le three-pointer Harley, qui n'a pas l'air en super forme non plus. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser sur USFA. Bon, vu le break qu'il y a entre maintenant et le top 8, c'est quand même l'équipe championne. C'est une équipe qui, malgré les insuffisances physiques, ont montré une supériorité tactique par rapport à beaucoup d'équipes. Donc, on ose espérer que le champion en titre va mieux représenter que ça au second tour. Même s'ils sont déjà au-dessus de certaines équipes, ça ne suffira pas pour aller au bout. J'aimerais aussi qu'on mette en lumière cette grande capacité de Awa à gérer son effectif pour gagner des matchs comme ça. Tout à fait. Nous allons tirer notre chapeau à Reneto, qui est un entraîneur qui arrive à mettre en avant certains joueurs pour permettre
à d'autres joueurs de jouer les moments clés. Donc, comme le match de basket se fait par séquence, tu as des joueurs qui percutent, qui n'ont pas forcément une certaine réussite au tir, qui arrivent à mettre un certain impact physique, qui ont une très bonne gestion du ballon. Tu as des joueurs qui sont plus efficaces. Et en utilisant bien sa rotation, il arrive à avoir l'équipe la plus dangereuse au moment où il faut pour gagner. Et ça, il faut lui tirer le chapeau pour ça. En tout cas, Aoua profite de ce match, en tout cas pour accumuler encore une victoire de plus à sa première phase de championnat. Dans les autres matchs, nous avons eu la Douane qui jouait l'AS Police qui s'est imposé 75-25 sans surprise. Un autre derby qui a opposé JCBF à KSBC, match qui est parti à l'avantage de KSBC qui s'est imposé 47-34. EBC qui continue de faire ses classes et qui permet à AS Police d'enregistrer sa plus large victoire de la saison, 81-33. OBC qui s'incline contre NJB sur le score de 72-41. Majestic qui s'impose difficilement face à une vaillante équipe de AS Sabo, 48-40. C'est la fin de la première phase du championnat. Nous avons des équipes déjà qualifiées que j'ai même envie de dire sans surprise. Le quatuor de tête, Douane, Sonabi, Uswa et Awa, bien évidemment. KSBC qui rejoint la danse avec NJB, Majestic et JCBF. Comment on peut entrevoir déjà cette première phase de championnat avec ce nouveau mandat de Yamsoul et du bureau de la Ligue du Centre? Il y a eu beaucoup de problèmes liés aux installations. Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer pour rendre ce championnat beaucoup plus compétitif? Je pense que durant les éditions précédentes de Back-to-Back, on en a parlé. Il y a beaucoup de petits problèmes. Il y a beaucoup de petits problèmes. On va mettre au crédit de la Ligue du Centre. C'est le premier mandat de M. Serré. Et c'est quelqu'un de très engagé. Bon, une fois de plus, petite parenthèse, notre ami Koné Souleymane aussi, qui était quelqu'un de très engagé au niveau de la Ligue, qui n'est plus, était quelqu'un qui faisait beaucoup de bien de par son engagement, de par son initiative et tout. Bon, au niveau des infrastructures, on va constater qu'il y a souvent des petits manquements. On va dire que c'est des fautes de moyens. M. Serré nous avait expliqué la dernière fois que tous les matchs, par exemple, au niveau du chrono des 24, ne pouvaient pas se jouer en même temps suite à des interférences au niveau des appareils et la proximité des terrains. Suite les installations au niveau de MJCO, on va constater que les terrains ne sont pas tout à fait aux normes. Question hauteur, question, comment je vais dire, équilibre, droiture du cerf, question placement du poteau. Voilà, c'est des petits problèmes qu'on aurait soulevés. Il y a aussi le problème du calendrier. On en a parlé, on en a reparlé. Là, il y a un petit souci qui va se poser. Les petites catégories sont en train de jouer actuellement. On est en pleine saison des pluies et nous n'avons malheureusement pas le terrain couvert. Si le championnat avait pu débuter plus tôt, ça aurait été plus simple pour les enfants qui auraient pu jouer de la rentrée jusqu'à un mois des examens. Il y a aussi un autre problème qui se pose avec les bacheliers qui doivent aller pour un mois. Je crois que ça s'appelle séjour patriotique, je crois, et qui se retrouvent réquisitionnés pour le mois d'août et qui sont en plein championnat, mais qui ne pourront pas y participer. Tout ça, c'est des choses qui doivent nous faire réfléchir et voir comment on peut gérer l'année prochaine. Hormis ça, on va voir que globalement, c'est ça. Excuse-moi de te couper, pour le premier problème que tu as mis sur la table par rapport à la saison des pluies, est-ce qu'il ne serait pas temps de mettre tout en œuvre pour pouvoir jouer notre championnat dans des salles décentes? Nous en avons maintenant. Ce serait l'idéal, parce que quitte à ne pas pouvoir commencer le championnat à la date escomptée, c'est-à-dire à la rentrée scolaire, pour que les petites catégories puissent avoir un maximum de matchs. Les salles couvertes, ce serait l'idéal. Mais comme on ne sait pas de quel budget et de quels moyens et de quel accompagnement la Ligue dispose pour pouvoir accéder à ces infrastructures, parce que ça ne se fait pas dans la gratuité, je ne pense pas que jusqu'à aujourd'hui, les instances du basket burkinabé soient propriétaires de ce genre de structure.
Donc, je pense qu'on va toujours vers la location ou l'accompagnement et tout. Bon, on ne sait pas. Espérons qu'en mettant certaines choses en lumière, on puisse l'année prochaine avoir des collaborateurs qui nous permettront d'accéder à ce genre de structure pour éviter, par exemple, ce problème d'intempéries où on doit reporter des matchs au jour le jour en fonction de la pluie. Tu as parlé de l'état des cerceaux sur lesquels on a tendance à jouer notre championnat senior. Je, on a vu malheureusement très souvent des matchs effectivement qui se sont joués sur des cerceaux cassés, sur des cerceaux brisés. À défaut de ne pas pouvoir, de ne pas avoir accès à ces salles, comment on peut anticiper sur ce genre de problème? Je Bon. pense aussi à MJC1, hein, bien évidemment, mmh, le terrain sur lequel mmh, les matchs se jouent. mmh. Le terrain B où tu as la structure du panneau qui est collée à la ligne de fond, c'est MJCO2. Oui, c'est ça, MJC2. Voilà. C'est souvent très difficile d'avoir le plein potentiel des Tout à joueurs. fait. Bon, Voilà. vous savez, c'est un plateau qui a été offert, je crois que c'est à la mairie de Ouagadougou. C'est ça. Mais ceux qui ont conçu le terrain, en fait, ont conçu un terrain de match et un terrain d'entraînement. Le deuxième terrain, c'est censé être un terrain d'entraînement. Bon, faute de structure, on joue nos matchs là-bas. Mais je pense que l'état des cerceaux, l'état des filets et tout, ce n'est pas une histoire de moyens. Je pense qu'à un moment donné, chacun doit faire son travail. Voilà. Quand vous avez certaines fonctions, quand on n'a pas envie de le faire, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ça ne coûte rien d'attacher un filet. Ça ne coûte rien de faire souder un cerceau normalement pour qu'il soit droit. Ça ne coûte absolument rien. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait avec un minimum d'intérêt. Quand vous êtes à la table de marque, quand vous êtes arbitre, quand vous êtes joueur, quand vous êtes coach, il y a un minimum d'intérêt qui est là. On ne peut pas occuper des fonctions à la ligue qui atteignent à l'organisation du championnat et laisser passer ce genre de choses. Ça, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il faut arrêter de dormir à la maison, de se pointer à l'heure du match et de dire aux joueurs « Ah, on va se débrouiller avec ça. » Non, 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 ça ne marche plus ça. Voilà, on ne va plus encourager la médiocrité. En dehors de ça, il y a eu cette nouvelle formule du championnat qui nous a proposé, en tout cas, une première partie des plus passionnantes, hein, j'ai envie de dire. Que penser justement de cette nouvelle approche de compétition? C'est déjà pas mal parce que ça a permis déjà aux équipes de se mettre en jambe, d'avoir un rythme de croisière et ça nous a permis de comprendre qu'un championnat qui est long, c'est exactement comme ça que ça se passe, c'est par séquence. Il y a des équipes qui sont bien au début, qui sont un peu moins bien, qui retrouvent un rythme de croisière. Ce n'est pas une surprise, comme on se pointerait à un Maracana et tout finit en 2-3 jours. Non, ce n'est pas une surprise. Il y a des choses qui se passent, il y a des blessures, il y a des aménagements tactiques, il y a des progressions physiques, il y a des progressions techniques, il y a des éliminations, il y a des sélections. Et puis on passe à autre chose. C'est comme ça que ça se passe. Et quand vous regardez la première partie du championnat, le Big Four, la seule équipe qui a pratiquement roulé sur tout le monde, c'est l'AS Douanes. AOA est monté en puissance. Le bilan de l'USFA a été, si j'ose dire, un peu mitigé. La Sonabi, c'est un collectif bien rodé qui nous a montré que le danger vient de partout. Ensuite, nous avons KSBC qui a maintenu un niveau constant, qui a battu tous ses adversaires directs, qui l'a remporté contre AOA, bon, je précise par forfait. Nous avons JCBF qui a commencé le championnat en trombe avec une victoire contre AOA. Ensuite, une défaite contre NGB, ensuite une défaite contre Intel qui a perdu pratiquement contre tous ses adversaires directs, qui a battu un du Big Four et qui a battu les équipes du peloton. Donc il y a un ralentissement. Vous avez Majestic qui a un bilan mitigé, qui souvent souffle le chaud et le froid. Donc on a pu voir plusieurs visages de ce championnat et j'oubliais NGB, qui a été capable du meilleur comme du pire, qui nous a montré le run and gun, souvent l'insouciance dans la gestion du ballon, mais qui a été capable de mettre en difficulté n'importe quelle équipe de ce top 8 et qui a écrasé les équipes du bas du tableau. Donc, quand on arrive à la deuxième phase, on va se rendre compte qu'en fait, tout peut arriver. Quel que soit le niveau proposé, tout peut arriver. Donc, c'est vraiment intéressant pour le championnat, c'est intéressant pour la compétition d'avoir ce genre de formule prolongée. NGB, dont tu as parlé tout à l'heure, qui a clairement présenté ses ambitions et c'est clairement d'intégrer les playoffs pour la prochaine phase en tout cas. J'aimerais aussi qu'on parle de cette équipe revenante hein, de Majestic qui a fait fort, hein, comme tu as souligné, en battant l'AS Sonabi et en
pouvant et en réussissant du moins à se qualifier pour, dans le top 8. Cette équipe de Majestic, bon, j'en parle parce que je t'avoue que c'est un peu un coup de cœur pour moi cette saison. Comment tu la vois progresser dans le top 8? Parce qu'on note aussi le retour, hein, j'ai envie de dire, ou bien j'allais dire l'intégration même d'un doyen à la personne de François Abelé-Kobga qui a carrément changé le visage de cette équipe qui excusez-moi du terme, mais qui se cassait la gueule en début de championnat. Tout à fait. Vous voyez, comment je vais dire, Majestic, c'est une équipe, comme beaucoup d'autres dans ce championnat, qui a des éléments très efficaces, mais qui a besoin de ce qu'on appelle un maître de cérémonie. François Abelé-Mkonga est un maître de cérémonie. Il tire cette équipe vers le haut, il permet à chaque joueur de donner le meilleur de lui-même et surtout la gestion du ballon. Il prend soin du ballon, le money time, il tire ses jeunes coéquipiers dans un certain sens. Et ça fait que vous arrivez avec moins de déchets et plus d'efficacité. Maintenant, à la fin de la première phase, tout le monde a montré son meilleur et son mauvais visage. Donc, il faudra s'attendre à ce que chacun anticipe sur ce qu'il n'a pas connu à la première phase. Et là, ça va être une autre partie encore. Mais je vois bien Majestic, tout comme NGB, tout comme JCBF, tout comme KSBC, c'est des équipes à problème. C'est des équipes à problème. Tout peut arriver au second tour, c'est ce que je disais. L'équipe de l'AS Sonabi, qu'on voyait vraiment être en difficulté cette saison, qui par son collectif et sa défense, réussit quand même à tenir la dragée haute aux autres. Tout à fait. La Sonabi, moi je vois une équipe qui a été rajeunie. Quelques joueurs revanchards qui viennent d'autres équipes comme Kenzie, comme Steve. Ils ont un peu tous les profils. Oui, ils ont un peu tous les profils. Mais généralement, tous les matchs que la Sonabi a joués, l'adversaire de la Sonabi, ça a été, comment je vais dire, la Sonabi n'a pas eu à forcer son talent ou à faire déjouer l'adversaire. L'adversaire a déjoué lui-même. Et la Sonabi, c'est une équipe qui est bâtie pour se nourrir du doute et des erreurs de l'adversaire. Mais est-ce que ce n'est pas leur défense justement qui réussissait à faire déjouer? Il n'y a pas une identité particulière. C'est une équipe disciplinée, solide, appliquée, avec des entraîneurs d'expérience. Ils n'ont pas eu besoin de forcer une équipe à déjouer. De par leur régularité, ils ont juste fait déjouer l'adversaire. Et comme il y a un ou deux, trois joueurs de talent dedans, je pense notamment à des joueurs comme Philippe Nongana, qui est un joueur très soft, qui passe souvent sous les radars. Mais qu'il est efficace, ce joueur. C'est ce qu'on appelle un game changer. Vous avez des joueurs souvent qui soufflent le chaud et le froid, un peu comme Géant, un peu comme Drissa, qui fait énormément de dégâts dans la raquette. Mais force est de constater que la Sonabi, c'est une équipe complète qui n'a pas besoin de forcer. Dès que tu doutes, la Sonabi se nourrit de ton doute. Contrairement à une équipe comme l'AS Douanes qui te pousse dans tes derniers retranchements. La Sonabi ne regarde parce que souvent certaines équipes n'arrivent pas à produire une régularité tout un match. Au moment où tu es irrégulier, la Sonabi fait mal. C'est comme ça que cette équipe fonctionne. Tu les as évoqués dans ton speech. L'ogre, j'ai envie de dire, l'AS Douanes qui répond aux attentes qu'on lui avait assignées. Tout à fait, parce que là, je pense que l'AS Douanes a dédouané tout le monde à 75%. Parce que c'était compliqué. Une équipe qui impose son style de jeu, la vitesse, l'intensité, le physique, le run and gun, ils vous font jouer comme ils veulent. Ils vous font jouer comme ils veulent. La seule équipe dans ce championnat qui, par un moment donné, l'a peut-être pas emporté face à la Douane, mais qui a réussi à faire jouer la Douane comme il voulait par moment, c'était JCBF, qui à un moment donné a fait exprès de ralentir le tempo et qui a mis la Douane en difficulté peut-être 3-4 minutes, mais toutes les autres équipes, la Douane les a poussés dans le moule qu'ils voulaient, ils en ont fait ce qu'ils voulaient, et ça a été toujours le même scénario. À un moment donné, vous arrivez à tenir jusqu'à la mi-temps, milieu du troisième quart-temps, et puis après le dédouanement commence, le prix des marchandises a flambé. Voilà, il faut casser le prix des motos. Hein. Ce serait en tout cas, je pense, hein, un énorme coup de froid si la Douane arrivait à se casser la gueule dans la suite, tellement il semble être intouchable. En tout cas, la deuxième phase de championnat est très attendue.
Ça va être super disputé. Tu as parlé de ces jeunes équipes qui peuvent jouer les troubles faits. Je pense notamment à KSBC, NJB, Majestic ainsi que JCBF. JCBF aussi qui avait commencé cette première phase en trompe, justement par des victoires marquantes. Je pense notamment à la victoire contre l'AS Sonabi. Enfin, Awa, autant pour moi. Mais qu'on a senti un peu relâché sur la fin. Vu que tu es dans le staff de JCBF, qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre niveau peut-être pour rehausser ça? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour qu'il y ait cette, entre guillemets, défaillance à la fin? C'est comme on dit chez nous en Afrique, trop de viande gâte la sauce. Bien. Est-ce que vous comprenez? En fait, vous arrivez à un stade où les joueurs ne sont pas forcément en sur-régime, où ils ont trop confiance en eux, ils se disent, ouais, on est arrivé à un certain stade, on a pu battre le vice-champion. Je ne pense pas que c'est ce qui soit passé. Il y a des moments donnés où les joueurs sont saturés. Ils sont saturés, il y a des doutes qui s'installent, à vouloir trop bien faire, on fait un peu mal. Il y a une certaine dynamique qui n'est plus là. On se vide la tête et on repart. Parce que ce n'est ni le physique, ni la technique, ni la tactique qui pêche. C'est juste les joueurs sur le terrain qui n'arrivent pas à produire la même chose. À un moment donné, il faut se vider la tête. Même quand un enfant à l'école a trop de soucis, on lui donne un week-end, on dit écoute, ferme ton cahier, va jouer à la PlayStation, va jouer au foot et reviens après. Ça permet de vider l'esprit, ça permet d'être plus à l'aise pour travailler. Parce que le mental est pour beaucoup dans le sport aujourd'hui. Tant qu'on n'a pas la tête vide, tant qu'on n'a pas les idées claires, tant qu'on n'est pas à l'aise, tant qu'on se met trop de pression, on ne peut pas être performant. Stéphane, quels sont les joueurs qui t'ont marqué durant cette première phase de championnat? Bon, vous savez, toute charité bien ordonnée commence par soi-même. Je dirais moi-même. Je rigolais. Bon, du côté de JCBF, on a Faisal Farouk Koulibaly, qui est pratiquement le meilleur scoreur de l'équipe, un joueur efficace, très intelligent. Nous avons aussi le pivot malien Seydou Koulibaly, qui nous vient du Mali, qui est un joueur agressif, percutant, physique, qui marque aussi beaucoup de points. On va aller du côté de Majestic. Je ne saurais citer les noms, mais je vais dire qu'ils ont leur trio d'arrière, qui est rapide, technique, adroit, qui joue énormément dans comment je vais dire? La percussion. Voilà, dans la percussion, dans l'improvisation. Ils se lâchent et ils jouent au basket. On va du côté de Majestic. Nous avons malheureusement mon ancien coéquipier qui s'est blessé au genou, Améga Cédric, qui a bien commencé. Nous avons Tarek. Nous avons le retour de François. Que des joueurs qui s'illustrent parmi tant d'autres. Du côté de KSBC, je vais dire, bon, évidemment, l'éternel Baki, que je ne sens pas tout à fait comme l'année passée. On a plus un collectif à ce niveau-là. Du côté de la Sonabi, c'est pareil. C'est aussi un collectif. Du côté de l'USFA, on a Major, on a Yaya et on a Karl. Du côté de la douane, on a Tanguy, on a Théo, on a Franck. Du côté de AOA, nous avons l'éternel Oxens Somda, monsieur 70% de l'équipe. Vraiment. Ce jeune fait une saison exceptionnelle. Il porte une grande partie de l'équipe sur ses épaules. C'est un joueur à sang-froid, il est lucide, il prend soin du ballon, il est efficace, il prend ses responsabilités, il défend, il a le cardio. C'est vraiment le basketball burkinabé d'aujourd'hui. C'est exactement ça. J'ai dû oublier une équipe. NJB, peut-être? Non. NJB, on avait parlé de leur trio d'arrière. Tout à fait. Ok. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour et en tout cas, nous avons hâte de les retrouver pour la suite de ce championnat afin qu'ils nous offrent le meilleur spectacle possible. Espérons en tout cas que ce break de 2 semaines, en tout cas, permettra aux équipes de combler leurs lacunes pour revenir sur les terrains. Nous allons passer après le jingle à toute l'actualité NBA. C'est le moment des transferts, vous le savez bien. Nous revenons tout à l'heure. Dans l'actualité de cette intersaison NBA, nous avons pu assister au début du prodige annoncé Cooper Flag. Tout à fait, Cooper Flag, le joueur de talent générationnel qu'on attendait voir en action pendant cette Summer League.
Alors, je pense que pendant son premier match, on l'a fait jouer meneur de jeu pour voir un peu sa capacité. Il a pris énormément de tirs. Il n'a pas eu de réussite, mais il a montré sa palette à pouvoir passer le ballon, à fixer son intelligence de jeu. Au cours du deuxième match, il a claqué quoi, une trentaine de points, je crois, en jouant dans son poste naturel. Bon, évidemment, on savait de quoi il était capable. C'est juste une confirmation. Voilà, donc on attend maintenant la pré-saison pour le voir jouer un peu plus et comment ça s'appelle, le début de la saison NBA. La Summer League, c'était juste pour vraiment courir avec le maillot de son équipe, s'acclimater, voir un peu, parce que c'est plus des joueurs qui cherchent des contrats. Donc c'est un peu compliqué d'avoir un système autour d'un joueur ou un jeu plus précis orienté dans une certaine direction. On va noter quand même que le numéro 2 de la draft, Dylan Harper, le meneur de San Antonio, le fils de Ron Harper, l'ancien coéquipier de Michael Jordan, sur le 6 est illustré avec des performances solides à la passe, physique athlétique, intelligence de jeu et tout. Bon, c'est ce à quoi on s'attendait. On a aussi Con Cupel, qui a un nom assez difficile à prononcer, comme on le disait la dernière fois, qui lui a remporté la Summer League avec les Hornets de Charlotte. Exactement. Il s'est illustré par son intelligence de jeu, son adresse et tout. C'est exactement ce qu'on attendait de ce joueur. Et aussi, Ace Bailey, l'enfant terrible, qui a refusé certains workouts pour choisir la franchise où il allait, qui a montré ses qualités athlétiques, ses talents de scoreur, mais vraiment sans plus. Parce que la Summer League a été assez brève, donc on ne peut pas vraiment avoir une définition de ce que ces joueurs vont donner, mais on a vu de quoi à peu près ils étaient capables. En tout cas, on a vu de gros talents dans ce top 5 de draft. Parallèlement à cette Summer League, il y a eu du mouvement dans les différentes franchises, notamment les Suns qui arrivent enfin à se débarrasser de Bradley Beal qui rejoint les Clippers. Oui, les Clippers, avec l'arrivée de John Collins de Utah, et l'effort très athlétique, finisseur facile, Lob City, comme on le disait à l'époque, avec Blake Griffin. Le retour de Chris Paul à la main, qui était un des artisans de Lob City. On a toujours Harden et Kawhi Leonard, Batum qui font partie de l'effectif. Ils ont récupéré Bradley Beal. Bon. Ainsi que Brook Lopez. Brook Lopez, qui est un pivot d'expérience, qui peut jouer dans la raquette, qui est lourd, qui peut shooter, qui défend bien, qui est un bon contreur. Bradley Beal, qui est un joueur all-around, un très bon scoreur, comme on l'a connu dans le temps. Mais on va voir ce que ça va donner, parce qu'après 2 saisons comme ça, à Phoenix, il y a quand même un point d'interrogation sur ses futures performances. C'est là où je voulais en venir. Est-ce qu'on retrouvera le Bradley Beal des Washington Wizards? C'est un peu compliqué. John Wall avait subi un peu la même trajectoire, mais avec des blessures à l'appui, avec un minimum de niveau. Vous savez, avec le contexte, l'âge qui passe, on n'a plus tout à fait les mêmes sensations, même si Bradley Beal n'est pas très âgé. Mais c'est l'état second de scoreur suprême de All-Star qu'il avait. C'est vraiment un point d'interrogation. Parce que même aujourd'hui, Harden et Kawhi Leonard sont capables par moment de retrouver cet état, mais ne peuvent pas le conserver toute une saison. À plus forte raison, Bradley Beal, qui a fait partie du flop tree, avec Kevin Durant, l'éternel globetrotter, celui qui se balade partout, sans jamais rien gagner, sans Golden State, voilà, de Slim Reaper, voilà, celui qui abandonne son équipe, voilà, une parenthèse à dire. En tout cas, cette équipe des Clippers est, en tout cas sur le papier, qui a l'air très, très, très compétitive et prête à remporter un titre, mais des inquiétudes peut-être au niveau de l'état de forme. On a parlé notamment de Bradley Beal et aussi de Kawhi Leonard aussi. Est-ce que Kawhi Leonard finira enfin une saison en bonne santé? Kawhi Leonard et Chris Paul d'ailleurs. Kawhi Leonard, je ne pense pas. Ce n'est pas quelqu'un qui est axé sur toute une saison. Je pense qu'avec un load management apprécié, il pourra jouer environ peut-être au maximum 60% ou 55% des matchs de la saison. L'objectif, c'est toujours d'avoir Kawhi au bout. Ensuite, vous avez Chris Paul. Chris Paul a une bonne santé. C'est juste que ces dernières années, il n'était pas mis en avant là où il allait. Si vous avez un 5 majeur avec, par exemple, je vais dire, Chris Paul, James Harden, Kawhi Leonard, qui se repose beaucoup par rapport à Bradley Beal, vous avez des joueurs comme Brook Lopez derrière, vous avez Zubac qui est titulaire, vous avez Collins, vous avez Batum. Il y a du beau monde. Je pense que la rotation va se faire. Mais vraiment, le point d'interrogation, c'est le niveau de Bradley Beal. Physiquement, il est là. Mais est-ce que techniquement, est-ce que mentalement, est-ce que la réussite qu'il n'avait plus, est-ce qu'il va pouvoir la retrouver? C'est ça le souci avec Bradley Beal. L'autre équipe de Los Angeles qui a accueilli aussi
Marcus Smart dans son roster? Oui, tout à fait. Je pense que le front office des Lakers répond aux attentes de Luka Doncic avec l'arrivée d'un pivot comme DeAndre Ayton, qui n'est pas un super défenseur, mais qui a de très bonnes mains, qui peut finir quand tu as une défense qui est focalisée sur des joueurs comme LeBron ou Doncic, qui est un véritable maestro. Vous avez Marcus Smart, qui a un profil défensif. Vous avez toujours, comment je vais dire, Austin Reeves, qui est un super créateur de jeu. Et vous avez LeBron James. Parce que maintenant, à 38, 39 ans, est-ce que LeBron James aura l'énergie? Bon, voilà. Est-ce qu'il aura l'énergie pour défendre autant que Smart, pour permettre une certaine solidité, sachant bien que des joueurs comme Doncic et Austin Reeves ne défendent pas du tout. Donc, on verra bien comment ça va se passer. Mais pour le moment, il y a un certain équilibre qui est en train de se créer à Los Angeles. C'est un peu plus intéressant que l'année dernière. Comment ne pas parler de ces mouvements sans mentionner le retour de Damian Lillard à Portland après avoir été coupé par Milwaukee Bucks? Que penser de ce trade, de ce retour de Lillard à la maison? Même s'il ne prend pas un gros salaire, ça veut tout simplement dire que la franchise n'est pas dans une optique de reconstruction. Parce que Damian Lillard, ce n'est pas le joueur qui va venir coacher des rookies. C'est un scoreur autour de qui on construit une équipe avec des role players solides. Quand vous prenez Lillard, ça veut dire que vous n'avez pas potentiellement de jeunes qui peuvent tirer l'équipe vers le haut. Vous n'avez pas un profil qui est complémentaire de lui pour tirer l'équipe vers le haut. Tout est basé autour de lui. Mais à ce prix-là, faire revenir Lillard dans la maison, c'est un coup marketing aussi pour Portland. Ça va faire entrer de l'argent. Et je crois qu'ils seront en dessous de la luxury tax parce qu'ils ont libéré beaucoup de personnes. Il y a Drew Holiday qui est toujours là. On ne sait pas s'ils vont le conserver ou s'ils vont le couper pour qu'il aille vers une franchise qui essaie de jouer le titre. Bon, on demande à voir, mais c'est toujours bien de voir un joueur venir terminer à la maison. Mais espérons quand même qu'il pourra retrouver quand même son niveau d'antan. Parce que ce serait dommage d'avoir un barreau d'honneur dans des conditions physiques où on n'y arrive plus, où on ternit l'image qu'on a laissée en fait. Est-ce que tu penses que Portland va envisager d'autres mouvements justement pour pouvoir avoir un effectif plus quali afin d'aller un peu plus loin la saison prochaine? À mon avis, je ne pense pas, parce que Lillard va manquer toute la saison. Donc, ce ne serait pas très intéressant de, comment dirais-je, de faire venir des profils, quitte à dépenser de l'argent pour tirer l'équipe vers le haut. Je rappelle qu'il a été victime durant ces playoffs d'une terrible blessure au tendon d'Achille. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de Back to Back. C'est un très grand plaisir, comme d'habitude, de vous avoir ici sur notre plateau. Je te remercie beaucoup, Stéphane Zaré, d'être là encore et toujours. Merci à toi, Alexandre. Plaisir partagé. Portez-vous bien surtout et comme d'habitude, nous vous laissons avec de magnifiques images. Au revoir.